bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte de Time Arena. Time Arena est un jeu édité par Blam et distribué chez nous par BlackRock Games. C'est un jeu qui dure 10 minutes, on va voir si c'est vraiment le cas. A priori, comme on va fonctionner avec des sabliers et un temps par joueur, je pense que c'est effectivement pile poil le temps d'une partie. À partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs. Que trouve-t-on dans la boîte de Time Arena ? C'est une boîte avec pas mal de matériel. Alors comme vous le savez, moi j'adore les jeux avec du matériel un peu exotique. Et là je dois dire qu'on est servi. Une règle du jeu en français, une règle du jeu en anglais. 8 sabliers répartis sur 4 couleurs. Et il y a déjà les petits sachets pour tout ranger une fois déballés. Des dés spéciaux. Le plateau de jeu dépliant. Qui est vraiment très très beau. Voilà. Vraiment très beau, j'aime beaucoup les engrenages et le petit design, en fait, le plateau joueur qu'il y a de chaque côté. Vraiment très très joli. Et qui est recto verso, donc il doit avoir plusieurs effets, plusieurs modes de jeu peut-être. On va découvrir ça au fur et à mesure. Et enfin, des planches à dépuncher. Il y a donc des personnages en stand-up, donc des profils en carton sur un petit socle pour pouvoir les faire tenir debout. Et quelques éléments là, je ne sais pas trop à quoi ça va servir pour le moment. On va voir ça en étudiant les règles. La source d'immortalité a été mise en péril par les guerres incessantes des seigneurs du temps. Afin d'éviter son tarissement et la disparition de leur peuple, ils ont créé la Time Arena, lieu sacré où ils s'affrontent en invoquant les esprits de guerriers anciens ou de galaxies lointaines. Ceux qui parviendront à dominer le temps et à détruire le totem adverse gagneront le droit d'accéder à la source et assureront ainsi la lignée des seigneurs du temps. Je trouve que ces petits personnages en carton sont vraiment chouettes. En plus, le système a été pensé en fait pour que le personnage soit légèrement penché en arrière, donc ça évite tout risque de chute. Et alors quand même le truc que je trouve vraiment super, c'est que les personnages en fait sont recto verso. Donc au dos de la figurine, on a le dos du personnage, donc le personnage est dessiné des deux côtés. Et je trouve ça vraiment super chouette comme idée. Ça, niveau design, ça marche hyper bien. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que moi je suis plutôt habitué aux figurines, j'adore vraiment les figurines. Mais là, je dois dire qu'on a quand même des trucs qui sont vraiment sympas. C'est assez rare, en fait, de voir le dos d'une illustration. Et du coup, je trouve ça vraiment super sympa, là, d'avoir ce concept ici, voilà, de pouvoir voir les personnages de dos, tout simplement en retournant leurs figurines en carton, quoi. Voilà, moi, c'est un truc que j'aime bien. Je trouve ça très fun, et ça change, quoi. Nous allons voir maintenant la mise en place standard des éléments du jeu afin de commencer une partie. On va commencer par poser le plateau. Il y a une face pour le joueur noir, qui est située ici, et une face pour le joueur blanc. Quand ces faces sont positionnées, on va positionner les portails de chaque joueur. Donc les portails, ça va être ceux-ci, qui vont en fait représenter les différents sabliers auxquels ils ont accès. Alors je vais suivre l'exemple, les mettre dans cet ordre-là. Donc je vais suivre l'ordre de l'exemple. Est-ce que c'est fait exprès que le rouge soit le plus éloigné des joueurs ou pas ? Je ne sais pas. Je découvre les règles en même temps que vous. Voilà. On va placer les sabliers correspondants derrière. Vous voyez, il y a des espèces de petits générateurs ici qui font comme si le sablier lui-même, le sablier physique, était relié à la tuile. Vous voyez, je vous montre. Hop. La tuile. Donc vous voyez, on a cette espèce de petit branchement, et comme on vient poser le sablier là, ça fait comme si c'était retenu. Ou en tout cas, connecté. Voilà, donc on pose les sabliers. Il faut que les sabliers soient accessibles aux deux joueurs. En tout cas, chacun un sablier de chaque couleur. Ensuite, on va prendre des pions
énergie. Donc les pions énergie, ça va être cette espèce de cristal qui rayonne. Et donc on va en mettre 6 de chaque côté. Donc, chaque joueur va avoir 6 énergies. Est-ce que ça va être un système de points de vie ou est-ce que c'est de la ressource? On va découvrir ça très bientôt. 6 ici, 6 ici, je vous assure. Et 6 là. Oui, c'est cela. Chaque joueur prend un dé de combat. Hop. Donc on a chacun son dé, hein, on ne partage même pas. Et on va trier les combattants par couleur qu'on va placer sur les bords du plateau. Je vais mettre ici pour qu'on les voit mieux. Hop, donc là on a les rouges. Ici, on a les jaunes. Là, on a les bleus. Et ici, on a les verts. Voilà. Et donc là, il va falloir prendre le smartphone puisque le jeu se joue avec une application. L'application s'appelle Time Arena. Et en fait, ça va être un compteur assez simple. Donc on peut régler la durée du temps et lancer le combat sur cette touche. Il faut que le smartphone soit accessible aux deux joueurs, parce qu'en fait, on va retrouver le principe de l'horloge d'échecs. Vous voyez, si je lance le combat, donc voilà, il me dit de le mettre dans ce sens-là, le blanc contre les noirs, on lance le combat, et donc là, le temps, alors il y a des petits bruitages en plus, hein, c'est sympa, le temps est en train de défiler pour le joueur blanc. Quand le joueur blanc a fini son tour, il suffit d'appuyer dessus, c'est au joueur noir de jouer. D'accord? Donc comme chaque joueur a 5 minutes, la partie va effectivement durer 10 minutes. Plus les temps de pause, etc. Voilà. Donc, on va voir. Il y a un petit... je vais monter le son, il y a une petite musique. Attention, le temps passe. Vite. Alors, comment se déroule une partie? Dans un premier temps, les joueurs vont choisir les combattants qu'ils vont utiliser lors de la partie. Il y a 3 combattants par couleur, chaque joueur va en avoir un, donc on va avoir un peu de choix quand même dans le truc. Le système est simple, il y a le premier joueur, qu'on va appeler joueur A, va choisir un combattant dans une couleur, va le poser sur le socle correspondant. Le joueur B va choisir un autre combattant de cette couleur et le poser sur le socle correspondant. C'est ensuite au joueur B de commencer à choisir la couleur suivante. Le joueur A choisit, et ensuite c'est à nouveau le joueur A de prendre une couleur restante. Et le B commence le dernier tour. Voilà. Donc il y a un petit échange comme ça. A, B, B, A, B, A, A, B, voilà. Donc c'est assez sympa, ça évite que le premier joueur ait forcément l'ascendant. Voilà, donc on choisit les combattants. Là je les ai pris un peu au pif, hein. C'est pour la démo, ça n'a pas tellement d'importance. Le livret détaille une première partie d'initiation, mais pour la vidéo, je vais vous faire directement une vraie partie, donc avec toutes les règles. Donc on va utiliser ce petit curseur, qui en fait va être positionné ici, au départ, hein, c'est le point de départ qui est représenté sur votre engrenage. Donc ce bel engrenage sur le plateau ne sert pas à rien. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc on va mettre l'application. Pour représenter l'appartenance des combattants, on va avoir des petits inserts à mettre, voilà, donc les socles sont prévus pour. Ça rentre tout seul, c'est hyper facile. Donc on le fait au début de la partie, parce que pendant la partie, ça risque de vous faire perdre du temps, et le temps est très important dans ce jeu. Hop. Et ensuite le joueur noir, même chose. Alors jusque là j'aime beaucoup la tête que le plateau a en fait. Voilà. Le plateau avec ses grandes figurines en carton, les sabliers sur les côtés, les petits engrenages avec le marqueur qui va évoluer au fil de la partie, je trouve ça vraiment très très chouette. Alors il y a aussi petite règle pour les sabliers. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des sabliers avec ces combattants? Tout simplement parce qu'on va invoquer les combattants pendant notre tour. Donc invoquer un combattant, ça va être prendre un des 4 combattants qui nous appartient, dont le sablier est entièrement écoulé,
et le poser sur une des cases d'invocation, donc ça va être les cases de notre couleur. Donc mettons, je vais mettre lui ici. Voilà. Si jamais le combattant est mis KO par une attaque adverse, il va retourner sur son socle, et dans ce cas, je retourne le sablier, et je ne pourrai l'utiliser que quand le sablier sera vide. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant comme idée. Il y a un petit côté jeu vidéo, tower defense ou truc comme ça, où on va devoir attendre que l'unité soit disponible avant de pouvoir l'envoyer. Voilà, une espèce de gestion de ressources qui est le temps, en fait. Donc c'est vraiment très sympa. Quel est le but du jeu? Le but du jeu va être soit de faire écouler les 5 minutes du temps adverse, donc le faire arriver à 0 sur l'application, soit de détruire son totem. Donc le totem, c'est ça. Alors, là, je regrette pour un élément comme ça, j'aurais bien aimé, même si ça sert à rien en termes de jeu, mais avoir un petit truc visuel. Voilà. Avoir un petit stand-up comme ça pour représenter les totems de chaque côté, ça aurait pu être sympa. Pour détruire les totems, il faut être sur les cases qui sont ici, au contact, vous voyez, des espèces d'éclairs, là, tout le long. Et en fait, les caractéristiques du totem sont ici, et on va lui infliger des dégâts pour retirer des marqueurs énergie qui sont là. Quand il n'y en a plus, le totem est détruit, on a gagné la partie. Pour les caractéristiques des personnages, nous avons des petits ergots là qui sont en haut de la carte. C'est le nombre de cases que peut parcourir le personnage dans une activation. On peut parcourir les cases orthogonalement ou en diagonale. Voilà. Donc vraiment, quand le personnage est ici, il va avoir 2 cases de portée dans toutes les directions. Il peut aussi faire 1 puis 2. D'accord ? Ça donne vraiment une grande portée au personnage. Le mouvement est très important. En rouge, on va avoir sa caractéristique d'attaque. Donc quand on va attaquer, on va jeter le dé, et si on fait une valeur, c'est la valeur qu'on ajoute au résultat pour voir si on a battu la cible. En vert, on a la caractéristique de défense. Pour être mis KO, il faut que l'adversaire ait un résultat strictement supérieur à notre défense sur son jet d'attaque. Et enfin, la plupart des personnages ont une compétence spéciale ici. En l'occurrence, lui, c'est une riposte. Donc quand il se fait attaquer, il attaque aussi. Comment se passe le tour d'un joueur? Pendant son tour, quand il a la main sur l'application, donc mettons là, hop, on va mettre dans le même sens, hein, c'est mieux, voilà. Voilà, c'est au joueur blanc de jouer. Donc il va récupérer un personnage, il va le faire avancer, donc lui a le droit à 3 cases de mouvement, et mettre fin à son tour. Le joueur noir va aussi invoquer un personnage, on va prendre lui, va le faire avancer, juste là, et va attaquer. Donc pour attaquer, il va jeter un dé de combat, et selon le résultat, ajouter à sa valeur de combat pour essayer de battre le combattant adverse. Voilà les différents résultats possibles avec le dé. Donc celui-ci, il ne se passe rien, c'est ce qu'on appelle un échec critique. Lors d'un échec critique, le marqueur sur la roue avance d'une case. Donc c'est pour contrebalancer la malchance en fait. Hein. On va voir tout de suite à quoi sert cette roue. Si je fais KO, peu importe ma valeur de combat et la valeur de défense adverse, j'ai réussi à mettre KO le personnage adverse. Et ensuite on a des valeurs qui sont plus 0, plus 1, plus 2, sachant que le plus 1 est en 2 exemplaires. J'ajoute cette valeur à ma propre valeur de combat. On va retrouver ici. Et si elle est strictement supérieure à la défense adverse, en vert, j'ai mis KO le personnage. Donc là, je vais jeter le dé, plus 2, donc je prends ma valeur, qui est de 3. Alors, on ne voit pas très bien ici. Hop. Valeur de combat de 3. Plus 2, ça fait 5. Sa défense est 3. Je suis supérieur. Il est détruit. Il retourne sur sa base, et on retourne son sablier pour attendre qu'il soit disponible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai fini le tour en tant que joueur noir, c'est au joueur blanc. Je ne peux pas déployer le bleu, puisqu'il est en train d'être invoqué. Donc je vais en déployer un autre. D'accord? Si c'est à nouveau au joueur noir, il va pouvoir soit invoquer un autre personnage, soit jouer celui-ci, qui n'a qu'une case de déplacement, donc ça va être long. Ici, nous avons le panneau de charge du totem. Chaque fois qu'on va lancer le dé de combat et obtenir le résultat échec critique,
la charge du totem va avancer d'une case. À partir de la deuxième case, il y a un bonus qui devient disponible. Donc on va continuer à avancer ou utiliser tout de suite le bonus. Quand un bonus est disponible, ça veut dire que pendant son tour, et uniquement pendant son tour, le joueur actif peut utiliser le bonus devant lequel il est ou n'importe quel autre bonus qu'il a déjà dépassé. Mais un seul bonus. S'il utilise le bonus, la charge retourne au point de départ. Les différents bonus sont +1 au résultat du dé, relancer le dé de combat, avancer d'une case supplémentaire sur un déplacement, ou récupérer un point d'énergie si on en avait perdu auparavant. Une des manières de gagner la partie est de faire perdre au totem adverse tous ses pions énergie. Pour faire perdre des pions énergie, il suffit d'être sur la ligne au contact du totem, donc ce sont les cases où il y a des petits éclairs, n'importe où sur la ligne, ça suffit, et faire une attaque. Dans ce cas, je prends ma valeur de combat, je jette un dé de combat, et si je dépasse la défense du totem, qui est de 1, donc en l'occurrence là j'ai raté, parce que 1 plus 0, ça fait 1, donc là j'ai raté. Le totem fait automatiquement une riposte, donc c'est électrifié en fait. Donc là ma riposte, voilà, je viens de faire KO, donc le personnage est KO. C'était une belle riposte ça. Mettons que j'en ai un autre au tour suivant qui arrive pour me taper dessus. Donc il va à nouveau faire son jet de combat. 3 plus 0. Je vais perdre autant d'énergie que la différence entre son attaque et ma défense. Donc 3 plus 0, 3, moins 1, 2. Je perds 2 énergies. Au dos du plateau de jeu, vous avez un deuxième plateau qui est légèrement différent. Vous allez avoir que 3 zones d'invocation et vous allez avoir des portails de téléportation. Le portail de téléportation, c'est si un personnage de la couleur correspondante au portail est sur la case du portail, il peut dépenser un point de mouvement pour aller sur l'autre portail. Donc un personnage ne peut utiliser que les portails de sa propre couleur, mais vraiment ça donne des nouvelles possibilités dans le jeu, tout comme il y a beaucoup moins de zones d'invocation. Si vous vous placez sur toutes les zones d'invocation et que vous avez mis KO tous les personnages adverses, il ne peut plus revenir en jeu et donc vous gagnez automatiquement la partie. Donc il y a quand même pas mal de petites choses pour renouveler le jeu en fait. Il y a beaucoup d'options du coup dans les parties. Voilà, avec quel personnage on va commencer, quel plateau on va utiliser, c'est vraiment intéressant. Voilà donc pour l'ouverture de la boîte de Time Arena chez BlackRock Games. Alors, il y a aussi un mode 3-4 joueurs que j'ai pas développé parce qu'en fait c'est un mode par équipe. Donc en fait, on peut considérer que quasiment tous les jeux d'affrontement de joueurs peuvent être joués à plus si on fait des équipes. Voilà, donc je suis pas très convaincu par le mode 3-4 joueurs honnêtement. Pour moi ça reste un très bon petit jeu à 2 joueurs. Avec vraiment de la richesse dans l'affrontement, parce qu'on va avoir le choix des personnages qui va être drafté en fait. Donc vous n'avez pas forcément votre personnage fétiche, surtout si vous enchaînez les parties, comme c'est un jeu qui dure 10 minutes au maximum. Si vous enchaînez les parties, que vous battez régulièrement votre adversaire avec le même personnage, bah, peut-être qu'à la partie suivante il va le prendre en premier et du coup vous ne l'aurez pas. Donc ça vous oblige à toujours réfléchir, à toujours jouer différemment. Les 2 plateaux, les différentes options de jeu sont vraiment super intéressantes. Donc je pense qu'il y a une vraie richesse dans le jeu, les compétences, voilà, il y a plein de petits paramètres en fait pour un petit jeu en 5 minutes. Alors, moi je suis pas très fan des jeux où on a besoin d'une application pour jouer à côté. Là j'ai vu l'application en quoi elle consiste, surtout l'application en fait elle permet de se passer des sabliers, ce que je trouve extrêmement dommage parce que moi c'est c'est le coup de cœur sur ce jeu, hein, c'est le matériel. Voilà, les petits sabliers, les personnages quand ils sont mis KO ils reviennent, pof, on déclenche le sablier et le personnage sera à nouveau disponible quand le sablier sera écoulé. Ça c'est un truc que je trouve génial, vraiment c'est génial en termes de gameplay, c'est hyper inventif avec du matériel voilà, qui est dans la boîte et tout. Moi j'aime bien quand un jeu, tout le matériel dont il a besoin est dans la boîte. C'est-à-dire que même un jeu où il va falloir un papier et un crayon, si le papier et le crayon ne sont pas dans la boîte, c'est pas que ça me frustre, mais je trouve ça dommage. Tu vois, un petit truc matériel en plus, c'est tout bête, hein. Moi je customise des jeux,
quand il y a des jeux où il faut compter les points à chaque tour, mettons un truc comme Zombie Dice, voilà, vous faites votre partie, vous gagnez 3 points, c'est au jour suivant, les 3 points on les matérialise comment, voilà, on va les noter sur un carnet. Moi j'aime pas ça, j'ai fabriqué des jetons pour Zombie Dice pour remplacer ça, etc. Donc je trouve que pouvoir compter les points ou en tout cas utiliser le matériel qui est présent dans la boîte, moi c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout, j'adore tout ce qui est matériel exotique. Donc là on est avec des sabliers, avec des figurines en carton, le coup du jeton qui se déplace sur l'engrenage et tout. Enfin, voilà. Moi je suis vraiment... j'adore le matos de cette boîte. Et du coup, me dire que je dois avoir une application à côté pour y jouer, j'avoue que c'est un peu rédhibitoire pour moi. Bon, sachant que l'application, de toute façon, elle est gratuite en téléchargement sur le truc, ça n'est pas de souci. Et au final, si vous voulez pas l'application, il suffit d'avoir un timer, voilà. Une horloge d'échecs par exemple. Donc moi j'en ai parce que je joue à d'autres jeux comme les échecs, choses compétitives où on a chacun le même temps pour jouer. Donc ça, voilà, ça c'est très bien. L'appli, elle rajoute voilà, un truc d'ambiance, un graphisme qui colle au jeu, des petites musiques, des petits effets sonores, ça c'est sympa, et la possibilité de gérer ses sabliers numériquement. Bon, mais du coup, pourquoi mettre des sabliers dans la boîte alors? Voilà. Donc effectivement, l'appli n'est pas obligatoire si vous avez du matériel à la maison. Bon, voilà. Mais c'est pas... les éléments qui sont dans la boîte ne suffisent pas pour jouer. Ça, je trouve ça dommage. Sinon, bah, le coup, alors ça c'est génial. Ça c'est génial. Les sabliers ne font pas la même durée. Et du coup, la puissance des personnages a été aussi réfléchie avec ça. C'est-à-dire que les personnages jaunes, si je dis pas de bêtises, c'est des sabliers de 30 secondes. Ça veut dire que vous pouvez invoquer votre personnage jaune et l'envoyer au casse-pipe. Et ensuite, au bout de 30 secondes, vous le réinvoquez. Voilà, donc c'est la gestion du temps est vraiment super intéressante. Ça doit être 30, 60... Non, ça doit pas être ça, mais je crois que le plus gros c'est le rouge, il dure 90 secondes. Donc par contre celui-là, quand vous perdez votre rouge, c'est censé être votre gros bourrin. Quand vous perdez le rouge, c'est plus problématique, parce qu'il vous faut 1 minute et demie pour le réinvoquer. Donc à mon avis, il y a des situations, enfin à mon avis non, c'est selon le moment auquel vous le perdez, vous n'allez pas pouvoir le réinvoquer, parce qu'en fait vous n'avez pas assez de temps sur le truc. Donc ça a l'air très sympa, ça a l'air assez violent, mine de rien, parce qu'on perd très vite les personnages. Vu qu'à l'activation, on va invoquer le personnage, se déplacer, faire une attaque, ça peut aller très très vite. Hein. Donc il faut bien prévoir les coups des adversaires. J'aime bien, il y a beaucoup de petits éléments. En fait, la règle est simple, mais il y a beaucoup de petits éléments sur la table à prendre en considération. C'est-à-dire, si je me mets là, est-ce qu'il peut m'atteindre en arrivant par ici? Voilà, donc par exemple, le jaune, il peut apparaître ici, utiliser le portail de téléportation, apparaître là et pof, m'attaquer. Donc voilà. Alors si je me mets là c'est déjà plus risqué, mais machin, enfin voilà. Donc il y a des choses comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Le fait qu'il y a plus de personnages que nécessaire pour une partie, c'est-à-dire que d'une partie sur l'autre, il n'y aura pas les mêmes ensembles de personnages. Et petit détail que j'ai trouvé vraiment super, ça c'est... merci le travail d'édition. C'est un truc que je trouve toujours très agréable dans un jeu. C'est des petits logos qu'il y a sur les éléments de couleur pour nos amis malvoyants ou daltoniens. Donc on a, les personnages jaunes ont un rond, les personnages bleus ont un triangle, les personnages verts ont un carré, et les personnages rouges ont un losange. Et ça, je trouve ça vraiment formidable qu'on fasse ce genre. Alors, voilà, qu'on fasse ce genre comment dire, d'effort en fait pour rendre le jeu accessible au plus grand nombre. Parce que, je sais pas si vous avez déjà joué avec des daltoniens, il y a des jeux qui sont difficiles pour eux. Et c'est vraiment dommage de se dire qu'on ne peut pas profiter tous à 100% du jeu pour un souci d'édition, de mise en forme. Là, on a quand même des éléments, alors c'est assez discret, il faut le savoir, mais ça a le mérite d'exister. Donc je trouve ça bien. C'est dommage que ça n'ait pas été poussé plus loin. On a vaguement, donc c'est pas assez clair, sur les socles d'invocation, on a un logo équivalent, mais il n'est pas, comment dire, c'est pas le même. En fait, il est beaucoup plus travaillé pour faire un symbole plus qu'un logo, et du coup, ça devient difficile à identifier, je trouve.
Et là, je viens de découvrir absolument par hasard qu'en fait, le temps des timers est sur les plaquettes, et ça, c'est génial. Donc le rouge fait bien 90 secondes, le bleu fait 60 secondes, le vert fait 45 secondes, et le jaune, si je dis pas de bêtises, en fait 30. Donc voilà. On va bientôt faire une vidéo de jeu, où on va jouer au jeu, donc vous allez pouvoir, je pense qu'on va faire plusieurs parties, parce que vu que c'est 10 minutes, on va pas faire une vidéo juste de 10 minutes, donc on va enchaîner plusieurs parties avec peut-être des micro-interviews entre chaque. Donc voilà, donc suivez la chaîne pour voir la suite, et je remercie fortement BlackRock Games qui m'a envoyé le jeu pour que j'en fasse la critique. Merci beaucoup. Le jeu a l'air vraiment très chouette. Vraiment, je suis super fan du matériel, quoi. La qualité d'édition est vraiment, vraiment très belle. C'est vraiment plaisant, et le matériel est super chouette, donc merci beaucoup. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour la suite. Vous allez voir sur la chaîne, c'est en train de bouger. Il y a des lives, de la peinture, des tutos, des jeux, de plus en plus de jeux, et des chats, des petits chats qui viennent. Ça, c'est Yaka. Alors, c'est pas du tout préparé, hein. Les chats viennent quand ils veulent, j'en ai plusieurs à la maison. Et ça, c'est Yaka que vous n'avez pas encore vu sur les vidéos. Voilà, donc elle vient se présenter à vous en fin de vidéo. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Mayaka, hein? Oh, en plus, je ronronne. Bon, ben, je vais vous laisser là. Merci beaucoup et à très vite. Salut!